C'est une communication qui présentera les résultats pour le volet sociologique, du moins d'une étude pluridisciplinaire, qui a été menée conjointement par une équipe de sociologues et d'anthropologues, qui a porté sur l'accès aux soins des femmes en santé génésique et reproductive sur un territoire du Grand Sud-Ouest. Donc le choix de cibler notre questionnement sur la santé reproductive et génésique chez les femmes précaires ou migrantes a résulté de multiples constats. Il existe bien des travaux qui portent indépendamment sur chacune des thématiques, grossesse, IVG, contraception, etc. Mais nous avons voulu l'approcher dans sa globalité, d'une part, et aussi en s'intéressant à la fois au parcours et aux itinéraires thérapeutiques concernant la santé génésique et reproductive. Les situations de précarité et ou de migration ont donc été saisies comme des éléments explicatifs des choix de recours, de non-recours, de renoncement, tout au long d'une histoire de vie génésique. Donc ce travail a permis de croiser les dimensions classiques du genre, de la précarité, et on y a aussi superposé la question de la ruralité. Donc quelques mots quand même sur le territoire qui présente quand même quelques particularités sociologiques. On est sur un territoire rural très vaste, je crois qu'il fait plus de 3000 km², qui regroupe 6 communautés de communes qui sont marquées par une double problématique sanitaire et sociale. On a fait le constat d'une part qu'il y a une population fortement précarisée, et le constat aussi d'une couverture médicale en termes de structure et de professionnels de santé qui est plutôt faible, avec une forte sous-médicalisation dans certaines communes et avec l'absence de soins de premier recours dans certains villages. Ce territoire fait aussi l'objet dans le département concerné d'une forte stigmatisation de la population, notamment liée à sa consommation d'alcool, aux déclarations de violence conjugale, au taux d'analphabétisme. Donc ce territoire fait l'objet traditionnellement de multiples formes de stéréotypes qui participent à créer la représentation d'un espace géographique relégué dans lequel il ne faudrait pas aller ou qu'il faudrait à tout prix quitter. Donc l'objectif de cette recherche, il était double. Il s'agissait d'une part de comprendre comment les principaux dispositifs sanitaires et sociaux existants sur le territoire influencent ou déterminent les parcours et les itinéraires de ces femmes en matière de santé génésique et reproductive. Je parlerai plus volontiers de SRG pour aller plus vite. Et de comprendre comment ces dispositifs peuvent produire en retour du recours, du non-recours, du renoncement aux soins. D'autre part, nous avons voulu saisir si les professionnels du territoire répondent aux besoins des patients de façon spécifique, c'est-à-dire est-ce que parce qu'elles sont des femmes en situation de précarité, ce qui a pu nous éclairer sur la représentation des rôles de genre, est-ce qu'ils répondent de manière spécifique avec cet élément en tête. Donc cette présentation, si vous voulez, je laisserai place à la discussion pour la méthodo, pour avancer. Je vais présenter, je vais faire ça en 2 temps. Tout d'abord, je vais montrer comment les femmes ont recours ou non à l'offre de soins sur ce territoire, comment elles opèrent des choix entre les professionnels de santé, les institutions. Puis j'insisterai sur la manière dont ces derniers, les professionnels, sont amenés, à partir d'une définition de la normalité du corps féminin, à parfois intervenir de façon contraignante. Et dans un second temps, je montrerai que les conseils des professionnels dépassent largement le cadre de la santé et s'imposent plus spécifiquement au champ de la famille, au rôle de genre. Et j'interrogerai, si j'ai le temps, pour terminer, la violence institutionnelle observée au quotidien à l'égard de ces femmes. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Est-ce qu'on y voit des rapports de genre, des rapports de classe, voilà. Alors, plusieurs étapes peuvent être observées dans le parcours de soins, entre l'identification d'un symptôme et son traitement. Il y a des étapes intermédiaires, le choix d'un professionnel, d'une structure, la prise de rendez-vous, le déplacement, l'observance du traitement, des examens prescrits, le suivi, et chacune de ces étapes donne lieu à des arbitrages qui peuvent remettre en cause ou au contraire motiver le recours aux soins. Donc rappelons que ce territoire offre peu de spécialistes en santé génésique et reproductive, ce qui est un facteur déterminant aussi pour comprendre comment les femmes font des choix.
Donc les raisons qui les amènent à consulter un professionnel en SRG relèvent le plus fréquemment de la routine. Elles sont des demandes simples, hein, des renouvellements de contraceptifs, des traitements hormonaux, du dépistage par frottis, qui répondent du coup aux exigences de santé publique. Et on fait le constat que la majorité des femmes rencontrées vont plutôt consulter, plutôt rarement consulter un spécialiste, un gynéco, pour ce type de suivi. Hein. Pour elles, le suivi gynécologique relève essentiellement des compétences du médecin généraliste. On a une dame, Madame C, que je vais appeler, qui a 27 ans, qui est mère de 4 enfants, qui nous dit « Voir un gynécologue si je ne suis pas enceinte, c'est inutile ». Alors, les exemples sont très nombreux chez les femmes rencontrées et s'expliquent aussi par la relation de confiance nouée avec ce médecin généraliste qui connaît bien l'histoire des femmes, qui connaît la famille. Voilà. Seule la survenue d'une grossesse, finalement, ou l'identification d'un symptôme perçu comme anormal ou relevant d'une urgence peut amener les femmes à consulter un gynéco. Donc de façon plus générale, c'est aussi la perception des signes cliniques et leur interprétation qui vont jouer un rôle important. C'est ce que Boltanski avait montré lorsqu'il disait que les classes populaires éprouvaient des difficultés à mettre en mots ce qu'elles ressentent. L'identification d'un besoin qui passerait par le langage et par une aptitude à verbaliser ce qui est ressenti. Et les populations en situation de précarité sont parfois en difficulté face à cette attente. Et chez les femmes rencontrées, on remarque qu'elles établissent plutôt un ordre de priorité entre ce qui relève de la routine et ce qui va relever de l'urgence. L'analyse du discours des femmes nous a montré que le recours à l'offre de soins dépend aussi de leur représentation sociale des institutions et des professionnels de santé qui sont présents sur ce territoire. Donc ces représentations sociales dépendent de deux grands facteurs. Les expériences antérieures, d'une part, les rumeurs. On a un territoire sur lequel la circulation des rumeurs, la réputation des professionnels des structures de soins sont assez prégnantes. Et en matière de SRG, peut-être d'autant plus pour ce type de suivi, où justement l'intimité des femmes est en jeu, les femmes déclarent consulter un médecin, spécialiste ou non, en fonction d'une affinité, d'une relation de confiance installée depuis de nombreuses années, de l'opportunité qu'elles ont pu avoir pour juger les compétences médicales. Finalement, l'aspect relationnel est aussi important que les compétences techniques et médicales. J'ai nommé ça réguler les corps féminins. Donc, en d'autres termes, ici, on parle de normalisation des corps et de régulation des comportements. Alors, les normes contraceptives véhiculées par les différents professionnels de santé sur ce territoire et les travailleurs sociaux également peuvent se transformer en injonctions lorsque la situation est qualifiée de grande pauvreté ou de situation à risque. Et on a pu observer des cas où le recours à l'offre de soins se transforme en choix contraint. Alors là, j'ai un exemple de carnet de terrain, un exemple qui est à cet égard assez illustratif. Je vais vous le lire. Il s'agit d'une jeune femme qui est âgée d'une vingtaine d'années, qui vient d'accoucher de son deuxième enfant. Elle a été suivie pendant sa grossesse par la sage-femme de PMI, que l'on a suivie. C'est une travailleuse familiale qui a signalé sa présence au domicile d'un jeune homme qu'elle suit et qui est défavorablement connu des services de la PMI pour violence conjugale sur son ex-conjointe. Lorsque nous allons la rencontrer pour la première fois à son domicile, on est accueilli par deux hommes, le conjoint et son demi-frère, qui semblent tous deux vivre au domicile. La sage-femme explique que le père de l'enfant que porte Madame Di, je l'appelle comme ça, il est inconnu. Elle était déjà enceinte lorsqu'elle est venue s'installer avec les deux hommes de son premier fils. Je me rappelle bien, c'est une rencontre via Internet, par Mutique, ou un site de ce genre. Elle était déjà enceinte donc, lorsqu'elle est venue s'installer avec ces deux hommes. Elle est aussi connue des services sociaux par un signalement de l'école maternelle dans laquelle son fils est inscrit. C'est ce qui a alerté d'ailleurs la MDSI. Puisque le jour où cette dame est venue déposer son fils pour la première fois à l'école sans en avertir l'établissement.
Donc on entre dans cette maison, apparemment vétuste et pleine de plomb, comme me dit la sage-femme. Celle-ci lui rappelle qu'elle l'accompagne la semaine prochaine à son rendez-vous chez le gynéco-obstétricien de la grande ville avoisinante, parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Et quelques mois plus tard, la sage-femme m'explique qu'elle est allée la chercher à son domicile, elle et son nouveau-né de 3 mois. La puéricultrice et la sage-femme l'ont orientée vers la gynéco du planning familial qui consulte ce matin-là à la MDSI afin qu'elle ait une contraception. Donc les deux professionnels souhaitent en effet que cette dame ait un stérilet. La sage-femme raconte que Madame Di lui a confié qu'elle avait des rapports avec son compagnon et la demande de contraception donc ne vient pas de cette femme mais de la sage-femme elle-même. Elle lui a conseillé vivement d'éviter une nouvelle grossesse et elle m'explique que la gynéco du planning qui va la recevoir ne pose que très rarement des stérilés et donc il n'est pas certain qu'elle accepte de lui poser. Et si c'est le cas, la sage-femme dit qu'elle envisagera de la conduire dans une autre MDSI, pas très loin, où une gynécologue du planning, elle, posera un stérilet avec certitude. La conseillère conjugale reçoit Madame Di dans un premier temps pour un entretien préalable et sort de son bureau avec la patiente et dit devant elle à la sage-femme qui l'attendait, il faut absolument qu'elle lui mette le stérilet. La sage-femme répond oui, il faut éviter toute complication, vaut mieux qu'elle soit protégée. Un troisième enfant dans cette situation, c'est pas possible. Madame Di sort de son rendez-vous avec la gynécologue, le stérilet a été posé pour la petite finalité. La sage-femme la raccompagne chez elle. Donc, comme l'ont noté d'autres avant nous, comme je pense à Fassin et Ménie, la régulation de l'accès aux moyens contraceptifs est un des signes de l'intervention des pouvoirs publics dans la relation privée. Donc là, il y a une intromission du public dans le privé. Le contrôle du nombre d'enfants, l'ajustement des comportements reproductifs à la norme procréative demeurent des objectifs forts de la PMI par lesquels doivent tendre chaque famille. Deuxième élément, souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le modèle savant qui est mis en avant par les professionnels va se heurter au modèle plutôt profane de ces populations-là. Donc, deux modèles entrent en collision. Et souvent, le facteur culturel est mis en avant pour expliquer le non-respect des bons comportements, ce qui tend à faire oublier, ici, dans ces situations, l'importance du facteur économique. Vous devez conclure. Comment ? Vous avez dépassé 15 minutes. Oh, j'ai déjà dépassé. Est-ce que j'ai droit à 5 minutes supplémentaires ? Non, mais on reviendra dans la discussion après. D'accord. Il y avait 15 minutes. Désolé. Vous pouvez conclure. Je peux conclure ? Oui. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les comportements relatifs à l'observance, à l'alimentation, à l'hygiène, aux histoires de vie, etc., font l'objet de remarques stigmatisantes de la part des professionnels. Et le manque de régularité des femmes dans le suivi gynéco-obstétrical, dans la prise de leur traitement ou encore la réalisation des examens de contrôle a souvent été souligné par les professionnels comme étant un problème qui serait spécifique à ces populations. Ces femmes sont considérées comme ne sachant rien faire, ne pas prendre la pilule, débilotes, un peu limitées. Je reprends des terminologies du terrain. On est dans des situations de grande pauvreté où certaines femmes qui ont pu vivre des situations traumatisantes sont considérées comme finalement responsables de leur parcours de vie. Les professionnels accusent, je pense à l'histoire d'une jeune fille, elle et sa mère d'être responsables du viol de cette jeune fille. Donc on a des propos plutôt dérangeants et outrageants qui... Est-ce qu'il faut y voir des jugements moraux à l'égard de ces personnes-là? Est-ce qu'on est face à un épuisement de ces professionnels? Est-ce qu'il faut y voir une façon de prendre de la distance vis-à-vis de ces publics pour éviter une sorte d'assimilation à ce public, pour ne pas subir une forme de déclassement en étant assimilé à ces personnes-là, voilà, par rapport à ces comportements jugés non conformes, pour ouvrir sur la discussion, je finirai là-dessus. Voilà. Ok, merci.